pour ce rendez-vous de 14 février, nous avons promis avec Eric sur scène en session 6 d'organiser un rendez-vous pour la Saint-Valentin de la CEC. Donc le voilà. Pour bien démarrer, on vous invite à tous vous renommer avec prénom, nom de votre entreprise ou CEC si vous êtes membre de la CEC, parce qu'on est tous réunis, y compris toute l'équipe CEC du premier parcours et des nouveaux parcours. Mode de fonctionnement pour tout le monde, pour rappel. C'est enregistré en replay. On vous invite vraiment à couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Les questions dans le chat au fil de l'eau vraiment sont bienvenues. Et ensuite, on a des temps de questions-réponses dédiés, donc qui seront avec Laurent un tout petit peu après. La façon dont ça va se passer, donc on est ensemble de 12h30 à 14h. On prend quelques minutes d'intro. On passera la parole à Laurent donc pour la conférence sur la bascule à travers la finance. On en reviendra. Ce webinaire, on propose d'instaurer des formats de sous-groupes. Donc, on vous enverra en sous-salle en temps d'appropriation ensemble et on conclura sur la communauté alumni ensuite. Mot d'introduction avec Eric, s'il est bien connecté, vu que je ne vois pas. Ouais, je suis là. Est-ce que vous Eric m'entendez? est là. Je te laisse démarrer, Eric. Oui, je voulais commencer déjà pour remercier et dire combien on était heureux de cette conférence avec Laurent. C'est une conférence qu'on co-organise entre la communauté alumni. Et c'est vrai qu'on avait promis avec Mélanie cette date du 14 février. C'est aussi la rampe de lancement aujourd'hui de la communauté alumni. Donc, merci à tous les alumni qui se lancent et qui, à la fois, vont faire atterrir leur feuille de route sur le terrain et en même temps continuer à apprendre et à apprendre avec nous et à apprendre collectivement. Donc, cette communauté nous tient énormément à cœur. C'est vraiment le socle pour le futur de la CEC. Donc, merci pour votre engagement. Et aussi, j'en profite pour saluer l'équipe de la CEC Finance. Cette CEC, on en avait parlé aussi. Pour la bascule systémique, on a toute une série de CEC qui se lancent en territoire, mais aussi 3 CEC thématiques dont on pense qu'elles ont un gros impact sur une bascule systémique. La CEC du consulting, on a annoncé vendredi dernier les 40 cabinets de conseil, les 80 dirigeants qui sont embarqués dans la CEC consulting, qui va démarrer en mars. La CEC finance, et on a une super équipe qui a préfiguré cette CEC, et on va bientôt sortir du bois avec cette CEC qui démarrera en octobre. Et puis, on est en train de lancer la germination de la CEC des nouveaux imaginaires avec les médias, le monde de la pub, de la production, ce qui est aussi un troisième grand sujet pour changer les imaginaires de mode de vie et de succès. Donc voilà, donc on a 3 belles CEC qui se lancent, mais en tout cas, celle de la finance, elle est majeure. Et donc, pourquoi cette conférence avec Laurent ? C'est que, vous le savez, on est sur un changement de paradigme. Qui dit changement de paradigme dit nouvelle boussole. Cette boussole, on en avait parlé lors de la session 3 à Nantes. Et là, on a besoin d'aller encore plus loin. Il y a aussi, vous allez voir, Laurent va vous parler de la nouvelle comptabilité et en fait, finalement, de la nouvelle finance. Et donc, c'est un enjeu majeur. On a la chance d'avoir un expert. Et moi, perso, j'ai flashé sur Laurent. Il ne le sait pas, mais j'ai flashé sur un podcast qu'il a fait avec le C3D, une super interview avec Cécile Puff. Et il a une grande capacité à être pédagogue sur ces sujets. Et notamment, il y avait un sujet que je n'avais jamais vraiment compris, qui était le sujet de la double matérialité. Et je ne sais pas si tu veux en parler dans ta conférence, Laurent, aussi, on en parlera dans les questions-réponses. Mais en tout cas, c'est hyper important. C'est un concept, en fait, la double matérialité, qui peut vraiment changer le monde. Donc, ça vaut vraiment le coup qu'on aille creuser ce sujet avec un expert qui est pédagogue. Donc voilà, merci beaucoup, Laurent. Et peut-être, Mélanie, tu veux dire un mot de plus. Mais en tout cas, très impatient d'écouter ta conférence. Absolument, merci Eric. Moi, je dis un mot de plus, c'est uniquement pour rappeler pourquoi nous avons décidé de créer une communauté alumni. Et ce slide, c'est très rapide. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est réunis effectivement pour maintenir un lien et pour maintenir un élan, mais c'est aussi pour maintenir l'élan de la mise en œuvre et de la concrétisation des feuilles de route que vous avez sorties, que vous avez posées à la fin du parcours CEC. Il y a un vrai enjeu pour nous au sein de la CEC. On est en train de démultiplier, à lancer des parcours territoriaux, des parcours thématiques. Les questions qui sont autour de qu'est-ce que sont devenues les feuilles de route, qu'est-ce que deviennent les alumni et qu'est-ce qu'ils font vraiment, commencent à se multiplier aussi avec les parcours. Donc, on compte sur vous
pour cette suite. Et c'est pour ça qu'on a créé cette communauté Alumni, pour faire vivre ce travail-là avec tout ce qui va être cheminement sous groupe de travail, des interventions en webinaire sur des sujets de fond, mais aussi des temps d'accompagnement et de mesure aussi de ces feuilles de route. Voilà, et évidemment, on compte sur vous pour porter cette voix-là. Donc, c'était le dernier mot d'introduction. Et effectivement, je passe la parole à Laurent. La conférence, nous l'avons appelée « La finance au cœur de la bascule du monde économique ». Et je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en dire plus pour introduire Laurent, vu qu'Éric a dit un mot déjà. Et effectivement, précision, c'est que Laurent parle au nom et directeur Monde Data aujourd'hui au CDP. Et merci beaucoup. Écoutez, merci à vous de m'avoir proposé. Enfin, non, c'est moi qui vous ai proposé, parce qu'on a eu une conversation de ça, c'est moi qui vous ai proposé d'avoir un teaser pour voir si on va faire des choses ensemble plus tard avec les différentes CEC que vous créez. Donc, merci Eric et Benani et toute l'équipe de permettre ça. Et Laurent, alors, j'ai oublié une information oui, pratique. On a mis un challenge supplémentaire pour cette présentation-là, oui. qui est de la faire en 40 minutes. 40 minutes, top jusqu'à chrono. Bon, on 13h20. va faire ça. Mais c'est vous qui Et passez les Laurent slides, a parce que accepté, donc c'est vous qui passez les slides, c'est ça? exactement, j'y vais. Oui. Voilà, donc je suis ravi de vous faire cette présentation. Donc l'objectif de la présentation, c'est d'essayer de vous faire voir des choses de manière différente et des choses qui se passent en haut de la pyramide. Il faut toujours comprendre ce qui se passe en haut de la pyramide pour pouvoir ensuite mettre les briques en dessous et pour procéder au changement. Je souhaite aussi dire que je suis un libéral dans le sens où je suis pour la propriété privée et l'entrepreneuriat, la création de valeur, la création de jobs, la création d'idées, la mise en pratique d'idées et le développement de nouvelles. Parce que parfois, on me dit que je suis devenu marxiste. Pas du tout. Je pense que droite-gauche, c'est caduc, ça n'existe plus, ça ne veut plus rien dire. Et donc, maintenant, il faut simplement faire un capitalisme qui soit beaucoup plus responsable et probablement beaucoup plus éthique. Bon, donc je vais passer assez rapidement sur le début parce que je pense que vous êtes convaincus. Et alors, oui, j'ai essayé de mettre des slides, des fonds d'écran de slides pour avoir des messages un peu subliminaux. Donc ça, c'est la salle des urgences à l'hôpital. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Vous connaissez la problématique, mais peut-être ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'on va avoir un pic de population mondiale à 2050-2060 et qu'après, très vraisemblablement, d'ici 2100, on devrait passer à une population mondiale. Les ranges sont très, très larges. Il y a très peu de précision sur ces objectifs, entre 6 et 8 milliards de personnes. Donc, on va passer à 10,5 milliards de personnes pour ensuite redescendre. Et donc, le problème, c'est justement ce pic. Et c'est là où tout se concentre nos efforts 2050-2060. Au CDP, donc j'interviens ici en tant qu'individu, hein, je n'interviens pas au nom du CDP, je suis responsable de la data au CDP, mais les messages que je porte là, ce ne sont pas des messages du CDP. Mon job pour le moment, c'est d'être responsable de la data au CDP et je suis moi-même en transition en 2023. On a appliqué les températures du CDP, on a développé les températures au monde des entreprises privées et des institutions financières et on a vu que, slide d'après s'il vous plaît, que la température moyenne du monde, si on prend, est-ce que c'est possible d'aller sur la prochaine slide? Voilà. Si on prend les pays du G7, la température moyenne est à 2,7 et on voit que la température allemande est à 2,2 et la température française est à 2,3. Ça, c'est le secteur privé. Et on voit que plus un pays a des émissions couvertes par les Science-Based Targets, plus basse est sa température. Je reviendrai là-dessus. Vous avez une carte de l'Europe avec les températures du secteur privé dans les différents pays européens. Donc, ça veut dire que 2,7, l'Europe est à 2,3 en moyenne. On est le meilleur continent. Mais bon, on est très, très loin du 1,5. Et maintenant, le challenge, c'est d'essayer de faire des choses pour aller à 1,5. Je ne pense pas qu'on ira à 1,5 si on devait être honnête. Mais en tout cas, d'être entre 1,5 et 2. Et ça veut dire qu'il faut tout de suite changer de manière drastique plein de choses. Alors, il y a 3 fantastiques accélérateurs pour la transition. Le premier, c'est la supply chain. Votre supply chain, demandez à votre supplier de faire le job. Hein, quand Walmart est approuvé Science-Based Target, qui est la meilleure référence d'approbation de réduction d'émissions de scope 1, scope 2 et scope 3 dans le monde, ça veut dire que comme Walmart ne produit pas, ils mettent les produits sur l'étagère. Ça veut dire qu'ils vont demander à tous leurs suppliers
de faire le job. Et les suppliers de Walmart, c'est, je crois, 200 000 ou 300 000 suppliers. Donc, c'est un effet d'entraînement énorme, la supply chain. Et si vous avez des suppliers, il faut absolument les mettre dans le bain tout de suite. Deuxième, c'est la finance. La manière dont la finance agit dans la vie économique va avoir un impact fondamental sur la transition. Il y a plusieurs alliances de la finance, l'alliance des banques, l'alliance des assurances, l'alliance des asset managers et l'alliance des asset owners qui se sont regroupés sous un truc qui s'appelle GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Et ça veut dire que quand une banque rejoint la Net Zero Banking Alliance, par exemple, ce qui est le cas, je crois, de Société Générale, BNP, Crédit Agricole, peut-être BBCE en France, ça veut dire qu'ils vont devoir faire des portefeuilles de dette, de prêts et des portefeuilles d'investissement alignés sur 1,5 degré. Donc, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Maintenant, on rentre dans le dur. Et dans le dur, on est très, très loin des effets d'annonce, ce qu'on peut considérer comme du greenwashing. Et en plus de ça, aux États-Unis, on a un bashing systématique de l'ESG en ce moment qui vient de la part des républicains pour dire aux investisseurs, vous devez financer l'oil and gas. Et donc, ils tapent systématiquement sur l'ESG. Troisième accélérateur fantastique, c'est la rémunération variable des dirigeants et des dirigeantes. Alors, excusez-moi, hein, si je ne dis pas toujours dirigeants et dirigeantes, hein, je suis pour l'equity, je suis pour 50-50, mais dans mon langage, j'emploie pas forcément toujours le E et le EES. Donc, les dirigeants et les dirigeantes doivent avoir la partie variable qui soit liée à la transition vers 1,5. Donc, à deux choses. À 1, la target 1,5 et 2, le plan de transition. Je vais revenir là-dessus après. Slide d'après, s'il vous plaît. Bon, donc on avait fait une étude au CDP il y a 2 ans qui montrait l'état des fonds d'investissement dans le monde, 27 trillions analysés, 16 500 fonds, et vous voyez que la température moyenne des fonds est au-dessus de 2,75 degrés à droite du graphe, alors qu'il n'y a que 0,5% du total des assets under management, donc des 27 trillions, qui sont alignés sur well below 2 degrees, c'est-à-dire inférieur à 1,75. C'est la gauche du graphique. On veut faire ce graphique chaque année avant les COP pour montrer comment le monde de l'investissement et des fonds se réchauffe ou se refroidit dans le temps. Slide d'après, s'il vous plaît. Donc là, ça veut dire qu'on est très, très loin, on est à l'opposé de ce qu'on doit faire. Donc, comment shifter les trillions? Alors, bien entendu, il faut que les activités de financement de transition deviennent en fait la norme. Il ne faut plus qu'il y ait de prêt normal à une entreprise. Je te prête 100 millions à un taux de 4% sur 5 ans avec un processus d'amortissement. Ça, je pense qu'il faut maintenant arrêter ça et il faut que systématiquement, les prêts soient des prêts avec des conditions, c'est ce qu'on appelle les Sustainability Linked Loans, où le taux d'intérêt payé par l'entreprise à la banque va dépendre de la réalisation ou pas de KPIs et notamment de KPIs liés à l'environnement, mais ça peut être des KPIs ESG, ça peut être des KPIs liés au social et des KPIs liés à la gouvernance. Mais en général, la majorité en ce moment, c'est lié à l'environnement. Et donc, si l'entreprise réalise le KPI, alors elle va payer moins de taux d'intérêt qu'un simple prêt normal. Et si l'entreprise ne réalise pas le KPI, alors elle va payer plus de taux d'intérêt. Donc, pourquoi les banques font ça? Parce qu'elles jouent sur le fait que certaines vont réaliser le KPI et d'autres ne vont pas le réaliser. Pour elles, ce serait un jeu à somme nulle. Parce que si tous les banques pensaient que les entreprises allaient faire le KPI de la transition, elles vont recevoir moins d'argent par le paiement des intérêts et donc il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt pour elles, sauf de la réputation. Et donc, ça, il faut que ça devienne totalement mainstream. Ensuite, il faut intégrer l'ESG dans toutes les stratégies chez les investisseurs et les prêteurs, donc les asset managers, on va dire, les asset owners et les banques et les assurances. Ensuite, il faut développer l'innovation. Il y a un manque cruel d'innovation aujourd'hui sur le marché de l'ESG quand on parle des briques de la finance, quand on parle des swaps, des options, des futurs, des swaptions. On n'a pas tous ces produits qui existent dans la finance vanille, ce qu'on appelle les produits vanille, appliqués à l'ESG. Et si on veut permettre aux différents acteurs d'un marché qui sont les spéculateurs, qui sont les gens qui font des couvertures, les hedgers, qui sont des market makers, si on veut leur permettre de faire leur job, alors il va falloir passer tous ces produits existants à la moulinette de l'ESG et pour pouvoir développer la liquidité et permettre au flux d'aller vers les brown assets, vers les green, du brown vers le green. Et il y aura des spéculateurs contre l'ESG. Et ça, est-ce que c'est moral ou pas? Ce n'est pas tellement la question. C'est leur job. Et donc, il faut qu'ils puissent faire leur job. Et
Or, on n'a pas tout ça et il faut vraiment accélérer là-dessus. Les marchés ont besoin de transparence, donc c'est de mesurer, de rapporter par exemple au CDP. Le CDP, alors, pour ceux qui ne savaient pas, c'est la principale plateforme de reporting environnemental au monde, sur laquelle rapportent 20 000 sociétés en 2022. Donc, c'est répondre à des questions liées au changement climatique, à la gestion de l'eau et aux forêts. C'est fixer des objectifs. Une fois que vous avez rapporté, vous avez mesuré, il faut fixer des objectifs en lien avec la science, donc des objectifs de réduction d'émissions, mais aussi des objectifs de biodiversité, des objectifs de consommation d'eau, des objectifs appliqués à tous les différents aspects de la transition. Il faut mettre ensuite en place un plan de transition parce que le combo gagnant, c'est je mets des targets alignés sur la science, mais je mets aussi en place un plan de transition et idéalement que je vais soumettre chaque année à mes actionnaires et expliquer à mes actionnaires où j'en suis dans mon plan de transition. Et ensuite, le marché, il a besoin, en plus de la transparence, de bons signaux prix, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché n'a pas du tout les signaux prix qui sont liés à la transition, je vais revenir là-dessus, et donc ça fait des valorisations hallucinantes et ça donne une exubérance irrationnelle des marchés qui est totalement folle, je vais revenir là-dessus. Et ensuite, ce que les marchés n'ont pas besoin, juste pour revenir à ça d'avant, de monopole et de cartel, puisque pour le bon fonctionnement de la concurrence pure et parfaite, il ne faut pas de monopole, il ne faut pas de cartel. Quand on regarde les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales, ce sont soit des monopoles ou des quasi-monopoles, Apple, Amazon, Microsoft qui fixent les prix, soit des cartels, donc Aramco, qui est la numéro 2 mondiale, c'est un cartel. Donc, on dit qu'il ne faut pas ça, mais en fait, les plus grosses sont ça. Donc, c'est une contradiction majeure. La prochaine, Sad, s'il vous plaît. Bon, alors, Science-Based Target, c'est une initiative qui valide les objectifs de réduction d'émissions de scope 1, scope 2 et scope 3 pour voir si elles sont en ligne avec un monde à 1,5 degré ou encore mieux, le NEC plus ultra, si elles sont en ligne avec un monde net zéro. En Europe, il n'y a que 16% des entreprises cotées qui sont approuvées par les SBT. Et quand un investisseur rejoint une alliance, par exemple les banques, elles disent qu'elles veulent avoir des portefeuilles alignés sur 1,5, mais elles n'ont pas le nombre suffisant d'entreprises pour leur permettre de faire le match. Et on avait fait un rapport avec Oliver Wyman en 2021 qui démontrait qu'il y avait un gap de 4 000 milliards d'euros de prêts qui disaient vouloir être net zéro, mais qu'il n'y avait pas la réalité pour pouvoir investir ou prêter dans ces sociétés-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés qui sont approuvées SBT sont des sociétés qui ne vont avoir aucun problème de financement et qui vont avoir des financements de moins en moins chers. Donc, la certification SBT sert aussi à faire des produits. On a développé un produit avec Amundi qui s'appelle Climate Actions et ça sert aussi dans les Sustainability Linked Loans. Slide d'après, s'il vous plaît. Alors, le combo gagnant, avoir les targets et avoir un plan de transition. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a plusieurs catégories d'éléments pour avoir un plan de transition crédible. Il y en a 6. Donc, la responsabilité, il faut qu'elle soit au plus haut niveau d'entreprise, il faut qu'elle soit au board. La cohérence interne, il faut que ce soit lié absolument à la stratégie de l'entreprise. Tourner vers l'avenir avec des objectifs de réduction. Slide d'après. Limité dans le temps et quantitatif avec des KPIs qui sont quantifiables et qu'il va falloir vérifier, souple et réactif, le plan est révisé et mis à jour régulièrement avec un système de feedback par rapport notamment aux actionnaires et complet, le plan couvre l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion à avoir en disant je prends en compte que les émissions européennes ou les émissions françaises, non, c'est un plan global. On a démontré, on sort un rapport jeudi qui démontre qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des targets, mais en fait, il y a très peu d'entreprises qui ont des plans de transition crédibles. C'est un rapport que je vous invite à voir, ce sera en ligne jeudi, et c'est un rapport très intéressant parce qu'on base ça sur 2000 entreprises au niveau européen. Alors, le Sustainability Linked Loan, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des prêts qui permettent d'avoir une baisse du coût du capital si vous faites bien votre job de transition ou si vous faites bien votre job par rapport à la problématique climat et biodiversité. Ce sont dans le secteur de la dette durable, la partie jaune et la partie violet, je ne sais pas si violet, le bleu, là, c'est les deux plus gros, c'est les deux plus fortes évolutions dans la dette durable. Ce sont les Sustainability Linked Bonds et les Sustainability Linked Loans. C'est nettement supérieur au green loan ou au green bond, parce que le green bond, c'est j'ai mis un emprunt obligataire, je prends l'argent pour investir dans un projet et c'est de la gestion de projet. En revanche, dans un Sustainability Linked Loans ou Bonds, c'est toute l'entreprise dans son ensemble qui doit changer. Et le KPI est appliqué à toute l'entreprise et non pas simplement à un projet. Donc, ça a une valeur beaucoup plus importante et ça a un impact beaucoup plus important. La slide d'après, s'il vous plaît.
Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous faites bien votre target, alors vous payez moins de taux d'intérêt. Donc, si vous faites bien la target, ça veut dire que vous faites du bien à l'environnement, vous faites du bien à la biodiversité, vous faites du bien au climat et en même temps, vous baissez votre coût du capital. Et c'est là dans l'entreprise, on harmonise le Chief Sustainability Officer avec le ou la Chief Finance Officer. Ils ont tous les deux le même objectif. Et il n'y a plus de lutte intestine. Tout le monde est aligné sur le même objectif. Soprasteria a fait une émission, a fait un emprunt d'1,1 milliard, dont le KPIs et l'objectif SBT. Ils sont SBT 1.5. Ils ont un objectif. Chaque année, ils font auditer par un tiers et on voit s'ils sont au-dessus ou au-dessous du chemin pour aller sur 1.5. S'ils sont en dessous, ils payent moins de taux d'intérêt. S'ils sont au-dessus, ils payent plus de taux d'intérêt. Le fait de baisser le coût du capital, ça peut être très intéressant, surtout quand on va parler d'actualisation des cash flows futurs, parce qu'il est probable que les cash flows futurs diminuent. Donc, ça a un impact à la baisse de la valorisation de l'entreprise. Donc, si je peux avoir une actualisation qui se fait avec un weighted average cost of capital inférieur, ça permet de remonter l'équilibre, le ratio cash flow divisé par le coût moyen pondéré de la dette. Slide d'après, s'il vous plaît. Bon, alors je vous rappelle quand même que le monde ne vit pas dans la démocratie de manière majoritaire. C'est toujours bon d'avoir cette slide. 45%, c'est The Economist Intelligence Unit, ils font ça chaque année. 45% de la population mondiale vit dans un régime démocratique ou semi-démocratique. Ça veut dire que 55% ne l'est pas. Donc, ça, c'est pour fixer le décor. Slide d'après, s'il vous plaît. Et donc, quand on est en Europe, eh bien, il faut qu'on se batte pour notre démocratie qui est grignotée. On l'a vu avec le Covid, c'est quelque chose, il faut faire très, très attention à ça parce que ça n'est pas acquis de façon éternelle. Alors là, je commence la partie capitalisme responsable. Le néolibéralisme ne permettra pas de réaliser la neutralité carbone. Et là, je mets les 4 figures symptomatiques du néolibéralisme: Hayek, Friedman, Ronald et Margaret. Et le néolibéralisme, si on devait résumer ce qu'il a produit jusqu'à présent, il a fonctionné pendant un petit moment, c'est-à-dire quand en haut de la pyramide on montait, eh bien le bas montait avec lui. Maintenant, ça ne marche plus. Et si on doit résumer en 3 choses ce qu'a produit le néolibéralisme aujourd'hui, c'est qu'il accroît le gap entre les 1% les plus riches et les 99% autres. Il surconsomme les ressources naturelles sans les régénérer et sans leur donner un prix. Et pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, il va faire en sorte que la génération actuelle des millennials va avoir un pouvoir d'achat inférieur au pouvoir d'achat des parents. Ça, c'était une excellente étude de McKinsey en 2018 sur les pays de l'OCDE qui démontrait ça. Donc, c'est un vrai problème. Et quand on se regarde dans la glace, on ne peut pas dire que ce soit efficace et éthique. Et donc, il va falloir penser à changer cette version du capitalisme, rester dans le capitalisme, mais changer cette version du capitalisme. Alors, une des raisons fondamentales à ça, c'est que notre théorie économique a toujours considéré que la nature était gratuite et que ses ressources étaient illimitées. C'est 2 choses qui sont fausses. Donc, il faut faire retourner les modèles économiques pour créer des indicateurs économiques qui soient capables de refléter notre réel. Parce que les indicateurs économiques que nous avons maintenant ne sont plus du tout capables de refléter notre réalité. Je pense au PIB, je pense à l'inflation, je pense à la balance commerciale, je pense au taux de chômage. Taux de chômage, Eurostat a sorti les taux de chômage européens novembre 2022. 6,5% en Europe, 7% en France, 3% en Allemagne. Donc, on est au plein emploi en Allemagne. En France, on n'est pas trop mal, alors que dans le même temps, le taux de précarité en Europe explose, le taux de pauvreté en Europe explose. Donc, il faut calculer le taux de chômage d'une autre manière parce qu'il ne reflète plus du tout la réalité de la vie que nous avons devant nous tous les jours. Et c'est la même chose pour le PIB. Un PIB qui ne prend pas en compte le coût de la nature pour produire une unité supplémentaire de biens et services ne veut plus rien dire. Une inflation qui prend en compte 14% dans son calcul, le coût du loyer, plus de l'eau, plus du chauffage, plus de l'électricité, alors que quand on est en bas de la pyramide, c'est probablement 30% la pondération liée à ces postes de dépenses dans le calcul de l'inflation. Donc, ce qui nous donne des inflations qui sont sous-évaluées. Le coût de la vie est nettement supérieur à l'inflation, en tout cas en bas de la pyramide, hein, c'est du ressenti. En haut de la pyramide, on s'en fout. En bas de la pyramide, c'est nettement supérieur à l'inflation réelle. Donc, il faut réinventer des outils pour nous permettre de décider de manière en entreprise et de manière politique en toute connaissance de cause et non pas en absence de connaissance de cause, comme c'est le cas aujourd'hui. Et il devient urgent de… Non, il devient urgent de maximiser le profit de tous les stakeholders
la valeur créée pour tous les stakeholders et non plus simplement le profit d'un seul stakeholder, qui est l'actionnaire, au détriment de tous les autres stakeholders. Et il faut que dans les stakeholders, maintenant, la nature est un des stakeholders. Donc, ça, c'est la maxime de Milton Friedman. L'unique raison d'être de l'entreprise, c'est de créer du profit pour les actionnaires et c'est tout. Il faut sortir de ça parce que ça, c'est ce que nous avons en haut de la pyramide et qui nous fait penser que nous sommes dans une prison dont on ne pourrait pas s'échapper. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'autres systèmes. C'est faux. Il y a d'autres systèmes. Il faut essayer, il faut réfléchir et il faut maintenant avoir présent à l'esprit la transition qui change en fait toute la manière de voir les choses. La prochaine slide. En plus de ça, donc il faut changer cette maxime ou cette équation et il faut commencer à donner un prix aux externalités négatives. Nous n'avons pas du prix du carbone. Ça fait 40 ans qu'on parle du prix du carbone, qu'on se réunit à la COP, qu'on parle entre nous du prix du carbone. On n'est pas capable d'avoir un prix du carbone pour une très bonne raison, c'est que les lobbies pétroliers et gaziers font un job extraordinaire. Ils sont très, très forts, ils sont très, très bons. La précédente COP, ils étaient 636 observateurs, ce qui fait que dans le texte final, on n'a rien eu sur le phase-out du pétrole. Et la prochaine COP, alors, elle va être dirigée par le patron de la compagnie de pétrole d'Abu Dhabi. Donc, aucun intérêt de la prochaine COP, ça ne sert à rien d'y aller, n'y allons pas, et on évitera des billets d'avion pour aller dans le désert, parce que si ce type-là est encore en place pour présider la prochaine COP, ça ne sert à rien d'y aller. Ils font un très bon job, et ils font un très bon job pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une taxe carbone, ça détruit la shareholder value. Et ça, c'est une excellente étude qui avait été faite par Kempen Asset Management, qui est un asset manager hollandais. Ils ont fait cette étude en 2021 et ils s'étaient amusés à calculer une taxe carbone de 75 $ et 150 $ appliquée aux émissions de toutes les entreprises cotées dans le monde. Eh bien, les résultats sont là. 150 $ la taxe carbone appliquée aux émissions de toutes les entreprises cotées dans le monde, ça donne moins 40,8, c'est la première barre à gauche, de prix moyen à la bourse. Et avec aux États-Unis, moins 53,8 et en Europe, moins 32,6. Donc, en fait, moins 30, pardon. Donc, en fait, l'Europe serait plus résiliente que les États-Unis par rapport à une taxe carbone. Donc, en fait, c'est très simple. Les lobbies ne veulent pas de taxe carbone parce que ça détruit de la valeur pour les actionnaires, donc un seul stakeholder. Donc, il faut changer la maxime stakeholder, pas qu'un seul. Et si on change ça, on va changer la manière d'approcher toutes les pièces du puzzle pour faire la transition vers net zéro et nature positive. La prochaine slide. Bon, les leaders, ils n'attendent pas d'avoir une taxe carbone. Ils la considèrent en interne. Ils font des évaluations de CAPEX ou des évaluations de nouveaux investissements en disant, voilà, j'utilise une taxe carbone. On avait fait une analyse en 2020. La taxe moyenne rapportée au CDP était de 25 $, beaucoup trop faible. Mais cette taxe monte chez les leaders au fur et à mesure du temps. Et il y a des gens qui utilisent des taxes internes de carbone à 100 $. Et si le projet passe avec 100 $ dans mes cash flows futurs, alors je le fais. Si le projet ne passe pas avec mes 100 $ dans le cash flow futur, alors je ne le fais pas. Et en tout état de cause, ces gens qui anticipent la taxe carbone et qui l'internalisent, quand la régulation va arriver, ils seront prêts et n'auront pas d'impact sur le profit puisque ce sera déjà dans les coûts. L'Agence internationale de l'énergie recommande pour faire net zéro 250 $ la tonne. Donc 150 $ moins 41%, 250 $, question mark, mais beaucoup plus. Et finalement, je m'étais livré à un petit exercice. Shell a rapporté au CDP et dans les rapports publics, vous allez sur les rapports publics de Shell, en 2021, 1,3 milliard de tonnes d'émissions. Si vous appliquez la taxe carbone, le prix du carbone, aujourd'hui, il y a un marché européen qui s'appelle l'EU ETS, qui est un marché de quotas, qui est pas forcément extrêmement transparent, mais qui est extrêmement limité, mais il donne une indication, 97 € la tonne aujourd'hui. Si vous appliquez 97, allez, on arrondit à 100 €, 100 € la tonne fois 1,3 milliard, ça fait 130 milliards de taxes à payer pour Shell. Shell a fait en 2022 40 milliards de dollars de profit. Donc, Shell passerait du profit à la perte. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas de taxe carbone. On le sait et c'est comme si nous allions à l'abattoir conscient qu'on va à l'abattoir et content d'y aller puisqu'on ne réagit pas. On laisse faire, on ne réagit pas. Prochaine slide. Alors, les données ESG vont devenir de plus en plus importantes et je pense qu'on va atteindre un niveau, à mon avis, d'ici 2030, où la donnée ESG sera beaucoup plus importante que la donnée financière pour faire une évaluation des risques, mais aussi pour faire une évaluation de la valorisation de l'entreprise.
Et ici, il y a deux approches fondamentalement différentes. Il est décidé en ce moment la manière dont les entreprises vont devoir rapporter la donnée ESG pour les 50 prochaines années. C'est décidé chez les anglo-saxons par un truc qui s'appelle l'ISSB, qui est dirigé par Emmanuel Faber. Ça appartient à la fondation IFRS. La fondation IFRS qui a elle-même édicté les règles du reporting financier qui s'appelle IASB. Il y a à peu près 140 pays dans le monde qui suivent les règles IASB. Il est intéressant de noter que les Américains ne suivent pas cette règle-là. Ils ont leurs propres règles. D'ailleurs, les Américains auront leurs propres règles par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, qui est le US GAAP. Et ça, c'est l'approche anglo-saxonne qui est basée donc sur la simple matérialité, c'est-à-dire que ça n'est que le changement climatique qui impacte ma capacité à faire mon business model en tant qu'entreprise et à faire du profit. C'est l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est l'approche IASB qui va être livrée au mois de juin 2023 et au même moment, en Europe, portée par l'EFRAG, et ça s'appelle l'ESRS, European Sustainability Reporting Standard. Il y a une approche qui est basée sur la double matérialité. Donc, la double matérialité, c'est la matérialité simple. Donc, c'est le changement climatique qui impacte ma capacité à faire du profit. Mais c'est aussi moi, par mon activité d'entreprise, j'ai un impact positif ou négatif sur la société des hommes et des femmes et sur la nature. Et je le mesure. C'est ce qu'on appelle la double matérialité. Et donc, c'est l'objectif de la matérialité simple avoué par l'ISSB, c'est officiel, c'est de maximiser ce qu'on appelle l'enterprise value, on va dire la valeur d'entreprise, alors que l'objectif de la double matérialité, donc de l'EFRAG, c'est de minimiser l'impact négatif des entreprises et des institutions financières sur la nature et la société. Donc, on est à l'opposé, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il va y avoir des juridictions qui vont adopter la matérialité simple et il va y avoir des juridictions en Europe, les 27 pays européens vont adopter la matérialité double. Et la matérialité double va avoir un impact négatif sur la valorisation d'entreprise. D'accord? Donc, on va avoir pour deux entreprises concurrentes à même ratio financier, une qui serait dans une juridiction à matérialité simple va avoir une valorisation boursière supérieure à celle qui est dans une juridiction, donc en Europe, à double matérialité. Donc, il va falloir harmoniser ça pour que tout le monde ait le même niveau de jeu. La question, c'est pour que le marché puisse fonctionner, il faut harmoniser parce que sinon, on va avoir des distorsions de prix de marché et ça pourrait être probablement, c'est la prospective, ça, mais des distorsions assez significatives. La question, c'est on harmonise par le bas ou par le haut. Si on est sérieux par rapport à l'objectif de la transition de nos enfants, nos petits-enfants, on doit harmoniser par le haut. Si on s'en fout et qu'on est toujours là dans le système de je maximise le profit pour l'actionnaire au détriment de tous les autres, alors on harmonise par le bas. Mais en tout état de cause, il faut qu'il y ait une harmonisation pour que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Et d'ailleurs, Londres, qui n'est plus en Europe, n'est pas soumis à la double matérialité et probablement, on va voir ce qu'ils vont adopter, mais il est probable que Londres, pour essayer d'attirer les entreprises à la côte en Angleterre, prennent la matérialité simple pour avoir le moins de… Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'en ce moment, le texte de la double matérialité est sur le bureau de Mary McGuinness en Europe, sorti aussi en juin 2023, et que les lobbies allemands, le BDI, l'équivalent du MEDEF allemand, tapent fortement contre la double matérialité. Il faut le savoir. Donc, les Allemands, allez, les Français sont des gens qui sont très naïfs depuis tout le temps. On s'est fait avoir sur le nucléaire. Là, ils sont en train de taper sur la… C'est officiel maintenant, ce n'est pas des fantasmes. Là, ils sont en train de taper sur la double matérialité parce que c'est une entreprise, ce sont des exportateurs, les Allemands. Donc, ils veulent avoir le moins 10 ans pour pouvoir baisser les coûts, pour pouvoir améliorer leur marge à l'export. Donc, le BDI allemand tape en ce moment très fortement sous forme de lobby sur la portée du texte ESRS européen pour diminuer justement son amplitude. Ensuite, alors oui, non, alors donc là maintenant, alors oui, vous allez à la salle d'après. Voilà. Donc il y a un triptyque gagnant pour une économie régénératrice, à mon avis. C'est ce triptyque qui est composé du coût des externalités négatives, donc taxe carbone, taxe water, taxe pollution, taxe plastique, taxe oceans. À la limite, on devrait commencer à créer une boîte et on devrait mettre X% d'impôts pour license to operate, lié à la nature. Voilà, comme on paie des impôts sur le profit, tout ça. On commence la boîte, on a une charge, 5% du chiffre d'affaires payé chaque année. Donc, coût des externalités négatives,
standard de reporting ESG en double matérialité. Et la troisième pièce du puzzle pour monétiser l'impact, parce qu'on est là pour parler d'impact aussi, c'est la comptabilité multicapitale. Et la comptabilité multicapitale, ce qu'on appelle en France triple capital, en anglais c'est True Cost Accounting, c'est prendre en considération le capital naturel, le capital financier et le capital humain. On va être capable de faire des amortissements ou bien de faire de la provision pour amortissement sur le capital humain ou sur le capital naturel. En France, c'est un projet qui s'appelle CARE, qui est porté par l'Université de Dauphine. Harvard travaille dessus. Ce sont des choses qui vont arriver. Quand vous avez ce triptyque, vous allez être capable de calculer votre impact en valeur quantitative et vous allez être capable de convertir cet impact, puisqu'il y aura un coût associé à ça, pour le monétiser. Et vous pouvez revenir sur la slide d'avant, s'il vous plaît. Et les investisseurs, ils ont besoin de monétiser l'impact. Et il va falloir changer la manière d'appréhender un investissement, donc un return on investment global en capital dans une entreprise, en ajoutant au return on equity ce que j'appelle le return on impact. De telle sorte que quand l'un baisse, l'autre peut monter. Quand les deux montent, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Et quand les deux montent, c'est par exemple les entreprises qui sont en avance de phase sur la transition. Hein, je pense que les entreprises qui ont compris qu'il fallait qu'elles fassent la transition, qu'elles travaillent avec des coûts internes, des externalités et vont gagner des parts de marché et vont gagner du profit dans le moyen et long terme et vont gagner de l'impact. Et la majorité des entreprises qui n'ont pas encore pris le train de la transition, ce sont des entreprises qui vont se prendre la vague et les coûts de plein fouet et elles ne seront pas capables de passer ces coûts à leurs clients finaux. Pourquoi? Parce que si vous êtes en B2C, les gens ont de moins en moins d'argent, on le verra après. Hein. C'est la première fois au XXIe siècle qu'on a une baisse mondiale du pouvoir d'achat réel. Donc, ce que je disais, hein, les millennials aujourd'hui vont avoir un pouvoir d'achat inférieur à celui de leurs parents. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, si c'est du B2B, comme les entreprises en moyenne vont avoir moins de profits, elles auront moins d'argent pour acheter et produire. Ça va réduire la voilure. Donc, tout l'intérêt d'être en avance de phase. Et si on change la manière d'évaluer un investissement et qu'on dit que c'est return on equity plus return on impact, on change beaucoup de choses sur la manière de considérer l'évolution de la partie financière. Aujourd'hui, quand je vais sur le marché et que j'achète L'Oréal, je demande à L'Oréal, le return on equity exigé, c'est entre 12 et 15%. Bon, alors que par exemple, dans les réseaux mutualistes, quand vous êtes sociétaire, chez la banque au crédit coopératif, quand vous êtes sociétaire dans les banques mutualistes, le taux, le return on equity, il est 2 fois moindre, il est entre 5 et 7%, ce qui permet de financer des produits probablement plus locaux, moins ambitieux, mais ayant beaucoup plus d'impact. Et si je prends la mesure de l'impact, donc j'aurai peut-être moins de return on equity, mais j'aurai un return on impact qui va monter, et donc peut-être qu'au final, j'aurai plus que 12 à 15%. Donc ça, c'est une partie fondamentale. L'autre slide, si vous voulez, la prochaine. Voilà, alors le triptyque, si on avait ce triptyque, en tout cas, il faut vraiment se battre pour aller vers ce triptyque, ça va permettre d'avoir des valorisations d'entreprise beaucoup plus réalistes et qui correspondent dans le prix à la bourse, correspondent vraiment à la valeur de l'entreprise et non pas le surréalisme que nous avons eu pendant le Covid, où nous avons eu les plus hauts historiques des bourses pendant le Covid, alors qu'on était à moins 5% de PIB au niveau mondial, on avait le plus haut du S&P 500 au même moment. Donc, pourquoi? Parce que les banques centrales ont créé beaucoup d'argent, je l'expliquerai après, on est estimé à 14 000 milliards et que cet argent n'est pas allé pour créer du PIB, mais il est allé à la bourse. Donc, on a eu des valorisations, par exemple, au plus haut. Apple valait 3 100 milliards de dollars, soit plus que toutes les sociétés du CAC 40 réunies, soit plus que le PIB français qui est de 2 800 milliards de dollars. Un autre cas absolument symptomatique, c'est Tesla. À son plus haut, Tesla valait 1 200 milliards de dollars, soit 45% de tous les producteurs de voitures cotés à la bourse. Vous prenez Volkswagen, Toyota, tout ça. Quand Tesla valait 1,2 trillion, ça valait 45% de tout le marché, alors que Tesla ne produit que 1% des véhicules et 18% des véhicules, slide d'après s'il vous plaît, 18% des véhicules, vous voyez dans la slide de droite, Tesla est loin d'avoir conquis le monde et au contraire, il y a les Chinois BYD qui arrivent et Tesla ne va pas conquérir le monde.
donc va être rogné petit à petit. Et en 2022, la valorisation de Tesla est passée de 1200 milliards à 435 milliards, a perdu 800 milliards de dollars en une année. Et donc, à 400, ben maintenant, on est remonté, on est à 550. Mais, et vous voyez que les 800 milliards correspondent à tous les logos de voitures que vous avez là. Donc, c'est juste fou. C'est de l'exubérance irrationnelle totalement surréaliste. Et donc, cette valorisation correspond probablement plus à ce que vaut vraiment Tesla. Slide d'après, s'il vous plaît. Bon, alors, tout ceci, en haut de la pyramide, il y a cette maxime dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la politique monétaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2007 et 2019? En 2007, c'est avant la crise de 2008 et 2019, avant la crise Covid. La masse monétaire, le volume total de dette publique, privée et d'entreprise a été multiplié par 260%. D'accord? Dans le même temps, le PIB s'est accru de 66%. En d'autres termes, il faut 4 fois plus de dettes pour faire une unité supplémentaire de PIB. Ça, et on voit, si vous allez, vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Encore? Encore? Voilà. On voit qu'en séquence, le PIB, vous voyez ces barres, baisse dans le temps, alors qu'il y a de plus en plus de dettes. Donc, il est de moins en moins efficace de faire de la dette pour produire du PIB. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Encore? Encore? Voilà. Donc, ces 14 trillions qui ont été créés, je ne vais pas expliquer le mécanisme, ça a été ce qu'on appelle le quantitative easing. C'était lié au fait que les États finançaient leur déficit public lié au Covid par de la dette publique qui a été financée par les banques centrales, ECB, Bank of England et Fed. Donc, cet argent, quand la banque centrale met 1 euro dans le système, en bout de course, avec le système des banques commerciales, on est entre 5 et 10. Donc, ils ont racheté ces titres obligataires à Société Générale, à Deutsche Bank et tout ça, ont mis de l'argent en banque centrale dans les comptes et après, cet argent s'est multiplié par l'effet de coefficient multiplicateur. Et ensuite, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est la vitesse de la circulation de la monnaie. Bon, il a été estimé qu'en bout de course, 14 000 milliards a été créé et cet argent, il est allé dans l'immobilier, à la bourse, dans les cryptos et probablement dans les taux de corruption, puisque je pense qu'on a des taux de corruption. On estime que la corruption et l'évasion fiscale représentent entre 8, c'est Gabriel Zuckman qui estime ça, entre 8 et 10% du PIB mondial. Le PIB mondial, c'est 105 000 milliards, 105 trillions. 10% serait lié à l'évasion fiscale et l'évasion fiscale qui est faite par les gens qui ont le plus d'argent. Ce sont ceux qui en ont le moins besoin qui font l'évasion fiscale pour ne pas avoir à payer d'impôts. C'est juste fou, quoi. Quand on pense à ça, c'est juste de manière éthique totalement délirant. Les Américains, il y a une étude américaine qui avait été faite donc entre mars 2020 et 2021. Et on estime que les milliardaires américains ont augmenté de 62% de leur fortune sans rien faire à cause de cet argent massif. Or, on n'a jamais payé de taxes spéciales, on n'a jamais parlé de taxes spéciales Covid. On parle de taxes sur les super profits pétroliers parce qu'on dit qu'il y a la guerre en Ukraine, donc ils ont de l'argent indûment gagné à cause des prix, tout ça. Mais il y a la même chose qui s'est passée au niveau individuel. Les gens ont fait de l'argent indûment. Il n'y aurait pas eu de Covid, il n'y aurait pas eu tout cet argent créé. Il n'y aurait pas eu cette masse d'accumulation qui aurait été créée. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a eu le Covid qui a eu ça. Et on n'a jamais parlé de, plutôt que de payer 30% sur la plus-value, je vais payer 50% pour reprendre, pour faire un juste retour des choses et pour remettre ça pour baisser le déficit public. On n'a jamais du tout parlé de ça, ce qui éthiquement est extrêmement problématique. Slide d'après, s'il vous plaît. Alors oui, le ruissellement a bien lieu, mais pas par le bas, par le haut. Ça, c'est une excellente étude qui a été faite pour le WEF, le World Economic Forum, cette année par Oxfam, basée sur des banques mondiales, basée sur OECD et autres, qui démontre qu'en tendance, depuis les années 80, l'imposition des 1% les plus riches, ce sont les courbes qui baissent. Revenus, dividendes, imposition sur la fortune, imposition sur les sociétés baissent. Et dans le même temps, les 1% les plus riches captent de plus en plus du produit national brut créé. Donc, le ruissellement n'a pas lieu. La théorie, c'était de dire je baisse l'imposition en haut parce que ça va ruisseler dans l'économie. Ça n'est pas vrai du tout, puisque pour compenser ce manque à gagner d'imposition, alors il y a une augmentation substantielle, la courbe en noir à droite, de la TVA dans les principaux pays du monde. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très équitable, la TVA. Tout le monde paye le même taux de TVA pour la baguette de pain, mais c'est parce qu'on a une augmentation de TVA qu'on récupère cet argent de la baisse tendancielle. Et voilà, ce sont des choses qui sont éthiquement problématiques et probablement au niveau de l'équité également extrêmement problématiques, mais on n'en parle pas. C'est normal.
On est endormi dans un truc où il n'y a qu'un seul mantra, c'est le néolibéralisme, il n'y a rien d'autre, et on n'en parle pas alors que c'est extrêmement choquant. De la même manière que quand BNP Paribas annonce son 10 milliards de profit, plus haut profit historique, que le même jour, ils annoncent virer 700 personnes, c'est problématique. Donc, sur la communication, leur comms est nul. Soit c'est fait on purpose, mais c'est extrêmement choquant et ça ne choque plus personne, alors que ça devrait choquer tout le monde. On est endormi et il faut se réveiller. Slide d'après, s'il vous plaît. Bon, les limites de la politique monétaire, c'est que le taux de la Banque centrale européenne, c'est 2%. Donc, comme on est rentré, je pense, de manière durable dans une période inflationniste, puisqu'on pense que la globalisation est finie, en tout cas la spécialisation par produit et par pays est finie. On a vu les chaînes de rupture, les problèmes de rupture que nous avons eu pendant le Covid. Donc, on est en train de dire il faut relocaliser, il faut avoir la souveraineté, il faut faire des choses en interne dans les pays. Si on ramène ça en Europe, ça va être inflationniste parce que les coûts sont supérieurs. Donc, il faudrait peut-être augmenter la target de la BCE, de la passer de 2 à 4%, par exemple. Et puis surtout, il faudrait dire que la BCE, son rôle, ce n'est pas simplement l'inflation, mais ça va être aussi des choses liées à la transition. Et ça, c'est un sujet dont on peut débattre. Non, revenez en arrière, s'il vous plaît. Donc, le coût de la vie est nettement supérieur à l'inflation officielle. Ça, on l'a vu. C'est le deuxième effet qui se coule, hein, parce que la création monétaire pendant le Covid a accru l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Et la dernière vague, ça a été de la spéculation sur les commodities agricoles et les commodities énergétiques avant la guerre en Ukraine. Donc, l'inflation, ce n'est pas la guerre en Ukraine. L'inflation, c'est la spéculation sur les marchés. C'est par là que ça a commencé. La guerre en Ukraine a accentué. Donc, et quand vous augmentez ces prix-là, vous augmentez l'inflation. Donc, vous avez la deuxième. Un, mon écart augmente avec les plus riches. Et deux, j'ai un effondrement de mon pouvoir d'achat. Mais comme je suis en bas, voilà, c'est normal, il n'y a rien qui se passe et c'est business as usual, il ne faut surtout pas changer ça. C'est comme si nos politiques on les payait pour augmenter de manière substantielle le pouvoir d'achat des plus riches et baisser de manière substantielle le pouvoir d'achat de la majorité de la population. Alors que c'est nous qui les payons pour mal nous représenter. C'est un vrai problème de fond. Les banques centrales peuvent faire ça parce qu'elles n'ont de compte à rendre à personne. Elles sont indépendantes. Et c'est probablement quelque chose qu'il faut revoir. La gouvernance des banques centrales commence à devenir un vrai problème de société parce qu'elles peuvent être source d'instabilité sociale, politique et géopolitique. Prochaine slide. Encore. Ça, c'est le Bureau international du travail. Hein. C'est la première fois depuis l'an 2000 qu'on a une baisse du pouvoir, du salaire réel dans le monde, moins 0,9% en 2022 et moins 3,2% en Europe. Prochaine slide. Alors, quelques mesures pour un capitalisme responsable. Donc, il faut développer, bien entendu, les nouveaux indicateurs censés refléter notre réel pour qu'on puisse piloter en connaissance de cause et non pas en absence de connaissance de cause. Il faut lutter contre l'évasion fiscale. 10%, entre 8 et 10% du PIB mondial, en harmonisant les fiscalités. L'OCDE a commencé à faire ça en mettant un taux minimum d'imposition dans les pays de l'OCDE de 15%. Donc ça, c'est une énorme avancée, c'est quelque chose de majeur. Il faut taxer les transactions, 0,1% sur toutes les transactions, la fameuse taxe Tobin. Ça ne changerait rien du tout à la performance. Et ça a toujours été un sujet évité en disant que ça n'est pas possible. Mais si, bien sûr que c'est possible de faire et ça va venir apporter de l'argent pour le déficit public, diminuer le déficit public. C'est tellement évident. Et quand je prends le bilan, mais le hors bilan, tout ce qui est futures, options, le bilan bancaire, c'est entre 5 et 10 fois. Le hors bilan bancaire, c'est entre 5 et 10 fois le bilan. Donc, c'est juste fou. 0,01% sur toutes les transactions liées à ça, ça ferait déjà des centaines de milliards, potentiellement des trillions de dollars. Il faut augmenter le keynésianisme, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. On fait du Keynes hein, en Europe, aux États-Unis, c'est du Keynes à fond, hein, parce qu'on sait que quand l'État dépense, eh bien, ça va dans le PIB, ça ne va pas à la bourse, ça va dans le PIB. Inciter l'actionnariat salarié, il faut changer la manière de faire de l'actionnariat, il faut que tous les salariés de l'entreprise soient actionnaires de l'entreprise. Il faut peut-être créer des systèmes de coopératives pour le partage du dividende avec des choses qui soient beaucoup plus éthiques et le salaire le plus haut versus le médian beaucoup plus bas et changer tout ça. Et je disais tout à l'heure, le return on equity du monde mutualiste est nettement inférieur, mais j'ai plus d'impact et je finance des choses beaucoup plus locales et je participe au développement économique et probablement à la stabilité et au bien-être d'une région. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Prochaine slide. Bon, alors, il faut faire au niveau du capital requirement pour les banques entre le financement green et le financement vert, c'est les brown penalizing factors versus les green positive factors. Donc, pour pouvoir calculer les ratios de Bâle
la banque centrale, là, les BAL ratio. Donc, il faut probablement dire que quand je fais un prêt vert, eh bien, je vais demander moins de capital à la banque pour le calcul des capitaux de la banque par rapport à un prêt si je finance l'oil and gas. Il faut utiliser la politique fiscale. On a vu les désastres de la création monétaire et on ne touche surtout pas à l'instrument fiscal qui est un instrument magnifique. L'instrument fiscal, c'est un instrument qui permettrait de redistribuer de manière éthique et équitable la richesse créée par la nation. Eh bien, on ne l'utilise pas. Au contraire, on diminue pour le bas et on l'améliore pour le haut. Et ça, il faut que ça change. Non, revenez en arrière, s'il vous plaît. C'est tout à fait sain et louable de parler d'un bénéfice, de taxer les bénéfices exceptionnels dans l'industrie pétrolière, mais ce que je disais, c'est qu'on n'a pas fait la même chose pour les personnes privées quand elles sont enrichies pendant le Covid. Il faut bien entendu mettre les bonus sur le long terme et payer une valeur, le bonus à long terme. La rémunération variable, il faut qu'elle soit indexée sur la baisse du scope 3 et des objectifs liés à la biodiversité et à la régénération des sols. Sinon, ça ne sert à rien. Mettre une rémunération variable indexée sur le scope 1 et scope 2 qui représentent que 10 à 20% des émissions de l'entreprise, ça ne sert à rien. Donc, il faut mettre sur scope 3 à minima en ligne avec 1.5. Raccourcir les chaînes d'approvisionnement, ça c'est en train de se faire, ça devrait s'accélérer. Justement, c'est le programme Green Deal et autres pour développer l'économie locale. Et il y a un instrument fiscal qui permettrait de jouer, c'est la TVA. On pourrait dire que un produit produit à Paris a une TVA inférieure à un produit acheté en Allemagne ou un produit acheté en Chine. Mettre en œuvre, bien entendu, la taxe carbone, comme les COP sont de moins en moins efficaces et que la prochaine COP sera certainement un navet, un mauvais navet, une mauvaise blague, d'ailleurs une très très indécente blague aux yeux du monde, eh bien c'est peut-être l'OCDE qui a été capable de mettre un taux minimum de 15% pour les corporate profits qui devrait s'atteler à mettre en place une taxe carbone politique. C'est peut-être le World Trade Organization qui gère les flux d'import-export entre les pays qui pourrait faire ça. Il faut que dans les écoles aussi, quand on forme les jeunes à l'école et dans les écoles de business, les écoles d'ingénieurs, il faut qu'on crée des programmes de leadership durable. Prochaine slide. Laurent, je Oui. pense que c'est le moment Alors, prochaine slide. Je vous Alors, dis juste, on va garder quelques minutes de questions-réponses oui, si on mais arrive à juste, la voilà, conclusion. il faut, Parfait. oui, ok, laissez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. 2 nouveaux mantras à réciter. La mission tous les jours avant de se coucher. La mission de l'entreprise, ce n'est pas de maximiser le profit d'un seul stakeholder au détriment de tous les autres, mais de maximiser la valeur créée pour tous les stakeholders, y compris la nature. Et deuxièmement, la responsabilité fiduciaire d'un investisseur, fiduciary duty, n'est pas de maximiser la performance à long terme de ses clients, mais de maximiser l'impact de ses clients sur la nature et la société dans le court, moyen et long terme. Et finalement, dernière slide, qui est la slide qui va achever cette présentation, c'est la schizophrénie des marchés et l'exubérance irrationnelle. Derrière, j'ai essayé de mettre c'est censé représenter la schizophrénie. C'est la valorisation des 8 plus grandes capitalisations boursières en 2005 dans le monde, General Electric, Exxon, Microsoft et autres, qui totalisaient 2000 milliards, c'est la partie 2005, 2000 milliards, la somme de ces 8. En 2022, début 2022, ce graphe a été fait début 2022, les 8 plus grosses capitalisations boursières en début 2022, c'est essentiellement des plateformes, des monopoles, quasi-monopoles et des plateformes technologiques, sauf Aramco. Et vous avez vu Apple, Microsoft et autres. Total 14 trillions, 14 000 milliards. Donc, en 17 ans, les 8 plus grosses valorisations ont été multipliées par 7. Ce qui veut dire, comme la valorisation d'une entreprise, c'est l'actualisation des cash flows futurs à aujourd'hui, ça veut dire qu'en 2022, on est 7 fois plus confiant dans le futur qu'en 2005. Alors qu'en 2022, on sait qu'il y a un énorme météorite qui arrive sur nous, qui est la transition, ce qu'on n'avait pas forcément à l'esprit en 2005. Ça aurait dû être l'inverse, avoir en 2005 plus de valorisation qu'en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché ne price absolument pas la transition, ça va faire mal. Et donc, tout ce que je vous ai démontré, c'est pour essayer d'apporter du pricing pour que les choses se passent bien. J'ai fini, je vous remercie, à très bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Et évidemment, on a un tout petit peu débordé dans le timing, mais ce n'est pas grave, on va adapter, on va réduire un tout petit peu les questions-réponses et les temps ensuite en sous-groupe. Et alors, c'est le moment aussi de se dire qu'on ne va pas pouvoir traiter l'ensemble des questions. On transmettra évidemment le support. On a vu avec Laurent pour le transmettre en PDF, donc vous l'aurez. Et on va en prendre quelques-unes, en priorité les questions des participants. Et peut-être, première question, Lorraine, est-ce que tu veux y aller?
Alors, il y avait une première question de Paul sur les exemples de fonds qui avaient intégré, je ne la retrouve plus, des exemples de fonds qui avaient intégré qui avaient des objectifs contrôlables et des objectifs compatibles avec tout ce que vous venez de présenter. Ah bah alors, il y a des fonds, alors ce sont des fonds qui seraient labellisés article 9 au sens de la régulation européenne. En France, il y a des sociétés de gestion comme Sycomore Asset Management, des sociétés de gestion comme Mirova. Il y a un fonds que le CDP a co-designé avec Amundi qui s'appelle Climate Action, qui prend en compte pas mal de ces choses-là. Et donc voilà, alors je profite de cette question pour dire, vous pouvez me suivre sur LinkedIn parce que tout ce que je fais là, je suis très actif sur LinkedIn et je fais des commentaires et des analyses, donc n'hésitez pas. Voilà, et après, si vous voulez plus de questions là-dessus par rapport au fonds, je peux vous donner des noms de sociétés de gestion et il faut aller voir ce qu'ils proposent dans ces fonds. Et vous pouvez demander à une société de gestion, je veux un fonds qui soit aligné sur 1,5 ou 2 degrés. Il y a des gens qui vont vous répondre. Mais je dirais que les deux meilleurs, en tout cas, celles qui ont reçu le prix, d'ailleurs, elles étaient de l'AGFI, je faisais partie du jury sur les meilleurs durables en France. Il y avait Sycomore, il y avait Mirova, il y a Ecofi, qui est une firme de crédit coopératif, qui font vraiment de l'impact. Et alors, en Hollande, il y en a un qui est super, c'est Triodos, qui ne fait que des fonds impact. La banque Triodos, c'est tout petit, c'est une boutique, et c'est excellent ce qu'ils font. Triodos. Merci. Alors, je passe à une autre question. Quels outils pour calculer le coût des externalités négatives? Qu'est-ce que vous recommandez? Ah ben alors, c'est pas un outil, il va falloir donner un coût. Donc après, il faut calculer le volume de l'externalité. Ça, c'est ce que va permettre de faire la loi CSRD européenne qui commence en 2024, qui va concerner 55 000 entreprises en Europe, qui va demander aux entreprises de faire un reporting ESG en bonne et due forme, en appliquant les principes de double matérialité. Donc, ils vont vous permettre de mesurer les externalités en volume. Et après, quand on a le prix de l'externalité, on peut la convertir en numéraire. Donc, CSRD plus double matérialité, ça arrive en 2024. Et ça sera audité. C'est la première fois qu'on auditera des données ESG. Aujourd'hui, les données ESG ne sont pas auditées. La loi va demander, et donc c'est un énorme business, justement, vous allez faire une CEC pour les auditeurs, là, et c'est un énorme business qui s'annonce pour ces organisations. Dernière question, comment faire pour mieux embarquer les stakeholders Ah ben ça, il faut qu'il y ait une vision en haut de la part des entrepreneurs et du board. Et après, il faut que ça devienne. Il faut prendre avec vous les suppliers. Donc, vous pouvez demander à vos suppliers, donc déjà faire de l'engagement et demander des minima. Par exemple, Carrefour demande à ses suppliers, les plus gros suppliers maintenant, d'être SBT approved d'ici 2026, sinon ils ne travailleront plus avec eux. Donc, il faut engager les suppliers. Les clients, eh bien, il faut faire le service client avec le meilleur prix et la meilleure valeur pour le prix. Les employés il faut diminuer les écarts de salaire et il faut que l'employé fasse partie de l'actionnariat. Et je pense qu'il y a eu des études qui ont démontré que les employés qui étaient dans des sociétés qui étaient en avance de phase sur la transition, eh bien, ils aimaient, ils étaient là et ils se donnaient à fond pour ça. Donc voilà, il y a plein de choses, à faire, mais il faut que ça vienne du haut et je pense que les gens se sentent bien dans des boîtes qui sont très en avance sur ce sujet-là. En tout cas, se sentent mieux. Merci beaucoup, Laurent. On a eu énormément de retours aussi sur cette intervention inspirante, décoiffante, complexe, mais très utile. Beaucoup attendent de revoir le replay pour entendre une deuxième fois. Donc, merci beaucoup. On va pas pouvoir prendre plus de questions, donc on en a eu 2-3. On vous propose surtout d'inaugurer le format pour prévoir un temps d'appropriation. On vous laisse, ce qu'on vous propose, c'est dans ces prochains webinaires qu'on va faire au fil du parcours Alumni, c'est de prévoir du temps d'appropriation en lien avec vos feuilles de route. Et donc là, de laisser 1 minute ou 2 déjà de réflexion individuelle sur ce qui résonne avec vos feuilles de route, dans ce que vous avez entendu, ou ce qui résiste. Il y a beaucoup de choses, en fait, évidemment, dans la conférence qu'on vient d'entendre, mais en quoi ça peut résonner aussi avec des actions que vous pourriez avoir envie d'entreprendre et de mettre en œuvre.
on laisse une toute petite minute avant de vous envoyer en sous-groupe. Ah, donc moi, je m'en vais, c'est ça? Ah bah, Laurent, vous pouvez rester pour intervenir dans un sous-groupe également et notamment échanger avec un sous-groupe si vous êtes d'accord. Oui, ok, ça marche. On va vous envoyer ensuite en sous-groupe à 4 entre alumni participants. Les équipes CEC, on vous enverra en sous-groupe entre CEC pour échanger, déjà peut-être rencontrer la personne avec qui vous allez être et partager cette réflexion sur ce qui résonne dans vos sujets et pouvoir partager des actions prioritaires. On ne va pas trop attendre le temps de réflexion individuelle parce qu'on sent que certains vont filer. Et Non, donc, oui, pardon. Mandy va créer les groupes. Normalement, on va pouvoir vous envoyer. Vous partez 12 minutes, 13 minutes exactement. Donc, c'est un temps d'échange court. L'idée, c'est quand même de garder vraiment ce temps d'apprentissage les uns entre les autres. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Je peux dire quelque chose ou... C'est le moment, avant que tout le monde parte. Non, tout le monde part.
Ça y est, ça commence à revenir. Tout le monde est silencieux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous invite à mettre un mot dans le chat. Le mot, ça peut être une action à mettre en place, une idée à creuser, une question, une réaction. Le temps que tout le monde revienne, je pense que là, tout le monde est revenu. Et ensuite, on va conclure. Les personnes commencent à arriver. Pas tout le monde encore. On espère que les échanges se sont bien passés, étaient intéressants, fructueux. Et vous pouvez aussi nous dire si ce format est à renouveler. On avait l'intention de le faire, peut-être d'avoir des conférences un peu plus courtes. Voilà. Un webinaire pas trop long non plus. J'ai un signe de Mandy que tout le monde est revenu. Comme ça, on va pouvoir prendre 5 minutes de conclusion et vous libérer à l'heure pour la suite de la journée. Excellent format, top. Merci Nicolas du retour. N'hésitez pas à partager, même si on passe à la conclusion. Partager les bonnes pratiques et des retours, des questions, des actions. Et donc, pour conclure, on a un petit point rapide, 5 minutes, sur l'offre Alumni. On veut vous partager ce qui est en cours de structuration, est en cours de lancement. Tout le monde, pas mal d'entre vous ont déjà rejoint la communauté Alumni et on voulait à tous vous refaire un petit point sur ce qui est mis en place et vous donner évidemment envie de faire partie de cette communauté Alumni. On l'avait déjà partagé, mise en place d'une offre avec des formats webinaires, des formats d'ateliers, de workshops qui vont être 4 fois par an, un rendez-vous annuel qui sera cette année en juin et effectivement des cercles et en tout cas un réseau qui permet d'échanger sur des contenus CEC, des échanges régionaux par exemple. Aperçu rapide, on fait un survol dans les grandes lignes. Inside CEC Alumni a été lancé fin janvier avec un condensé de toutes les ressources du premier parcours qui sont en ligne, le calendrier, les ressources du parcours nouveau. On mettra aussi au fil de l'eau des ressources des nouveaux parcours à disposition, des boîtes à outils, des infos sur la CEC qui seront à disposition tout le temps. Aussi un canal Slack dans lequel, évidemment, c'est le meilleur canal pour garder le lien entre alumni, étant donné que maintenant les parcours sont en ligne, qu'on est un petit peu loin, donc on se voit moins régulièrement. On a mis en ligne et on va mettre en ligne très bientôt un annuaire alumni sur lequel vous pourrez vous retrouver avec vos contacts LinkedIn, mais vos contacts entreprises. Et donc, évidemment, tout ça répond aux demandes que vous avez exprimées tout au long du premier parcours, mais aussi au long des ateliers qu'on a pu faire de co-construction ensemble. L'aperçu du calendrier est ici. On a donc des webinaires qui vont jalonner l'année, des workshops 4 fois par an et un rendez-vous CEC qui va être les 15 et 16 juin. Ce rendez-vous CEC, on avait promis qu'il soit le 14 février, donc aujourd'hui, on fait un format rendez-vous en ligne et le 15 et 16 juin, on se retrouve dans un lieu parisien, je n'en dis pas plus, avec un format double. Première intention, le 15 juin, c'est un rendez-vous CEC avec l'ambition de témoigner des avancées, de vos avancées, des entreprises de la CEC, du premier parcours auprès de l'écosystème CEC et de commencer à montrer que l'énergie est maintenue et qu'on continue collectivement à avancer sur ces feuilles de route. Et comme évidemment, il y a une grosse attente de se retrouver et de célébrer ensemble, on propose un format le 16 juin, un format festival CEC, qui sera dans un autre lieu, qui se prêtera à des formats de workshop et qui se prêtera l'après-midi à des partages d'expériences, à des masterclass. Et on souhaite également proposer des ateliers de reconnexion au vivant et avoir un temps de célébration tous ensemble. Et donc ce format-là, c'est le 15 juin ouvert à tout le monde, le 16 matin ouvert aux adhérents alumni et le 16 après-midi sera ouvert à l'ensemble des alumni, mais alumni uniquement. Et donc, on ouvrira un format d'inscription en ligne, sachant que, évidemment, tout ça est inclus dans l'offre alumni, dans le parcours alumni qu'on est en train de créer. Pour rejoindre la communauté alumni, de façon simple,
l'entreprise adhère. Et ensuite, en tant que dirigeant Planet Champion, vous rejoignez la communauté et les outils. Vous vous engagez aussi avec une charte alumni. On vous remet dans le chat le lien de ce formulaire pour faire adhérer vos entreprises. On vous demande des informations précieuses pour suivre l'identité de nos participants alumni et avoir toutes les infos pratiques, comptabilité, pour émettre des reçus fiscaux, ainsi de suite. On a mis en place une cotisation annuelle par taille d'entreprise. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu. On vous remet les liens et on enverra un mail récap suite à ce webinaire avec le PDF et effectivement ces informations d'inscription. Voilà, on est bon dans le timing et on est même presque en avance, ce qui permet de partager vos mots de la fin, effectivement, qui sont pour le début de cette année finalement ensemble, de la suite de l'aventure. Vous pouvez aussi vous poser une ou deux questions, vu qu'on a le temps. Alors, je ne sais pas si Laurent est resté avec nous, il y avait une question si c'est possible de recevoir la presse et si elle existe en anglais, mais je lui poserai la question. Il y a de nombreux merci. Alors, nombreux merci à Laurent aussi qu'on lui transmettra. Tout le monde dit bravo. Les échanges étaient trop courts. On adaptera les prochains webinaires. On essaiera de faire de revoir le format, le temps de présentation, temps de questions, temps de sous-groupe. Bon, je crois que tout le monde s'est exprimé. Donc, c'est peut-être le moment où vous dit que vous avez gagné 5 minutes. Et que vous allez pouvoir prendre un café ou aller chercher un sandwich avant de reprendre à 14h. Très bon après-midi à tout le monde. On était vraiment très, très, très contente d'animer ça et de vous voir, de voir vos retours enthousiastes. On vous souhaite une bonne après-midi et une bonne Saint-Valentin. Vu que c'est le thème de la journée, on n'a pas remis les cœurs. Merci à vous toutes et à tous. J'avais pas pensé à enlever le slide pour qu'on voit nos visages. Au revoir tout le monde. Merci, à bientôt.